Il est 8h40, nous sommes à l'heure pour cette revue de la presse et des médias israéliens sur studiokalita.com, une revue de la presse que nous allons débuter par, on va dire, l'ensemble des quotidiens israéliens qui répercutent ce matin les propos du secrétaire d'État américain Rex Tillerson qui, lors d'une audience hier devant le Sénat américain, a affirmé que le président Trump et lui-même avaient demandé à Mahmoud Abbas de cesser de virer des salaires aux détenus palestiniens et aux familles des terroristes suicidaires. Depuis, les Palestiniens ont changé d'approche et ils vont cesser ces virements, a affirmé Tillerson en réponse à une question du sénateur pro-israélien Jim Rich. C'est la première fois, il faut le souligner, qu'un responsable américain affirme que les Palestiniens vont modifier leur politique de soutien financier aux terroristes. Ce matin, sur les ondes de Reshet Bet, la chaîne d'information de la radio israélienne, Avigdor Lieberman, le ministre israélien de la Défense, a réagi à ces déclarations. Il a affirmé que jusqu'à présent, il n'avait pas remarqué d'arrêt des virements palestiniens aux terroristes. La crise de l'électricité dans la bande de Gaza, les journaux comme le Yediot Aharonot et le Israel Hayom citent le Premier ministre Binyamin Netanyahou qui a tenu à préciser hier que cette crise était une crise interne entre le Hamas et le Fatah au sein donc du mouvement palestinien et qu'Israël n'a fait que satisfaire à la demande de Mahmoud Abbas en décidant de réduire l'acheminement d'électricité vers la bande de Gaza, une décision qui n'a donc pour l'instant pas été concrétisée. Les journaux soulignent également en dépit des images de la bande de Gaza que l'on a vues au cours des 2 derniers jours, de Gaza dans le noir, dans la pénombre, et bien donc la décision israélienne n'a pas encore été mise en application. Les propos de M. Netanyahou sont une réponse à certains médias étrangers qui, dans un raccourci on va dire inexact pour le moins, ont accusé Israël de priver la population de Gaza d'électricité, alors que c'est, il faut le répéter, Mahmoud Abbas qui ne veut plus régler l'ardoise, l'addition d'électricité du Hamas dans la bande de Gaza. Le Haaretz révèle tout de même ce matin en manchette qu'Israël est en train de négocier avec l'Égypte et avec l'Union européenne une solution pour sortir Gaza de cette crise. Une information confirmée par Amir Bar Shalom, le correspondant politique de Reshet Bet. Israël Hayom, pour sa part, a affirmé que l'objectif était de faire en sorte que l'Union européenne puisse payer l'électricité pour la bande de Gaza. Et à ceux qui se demandent, parmi nos auditeurs, pourquoi le Hamas ne paye pas les factures d'électricité lui-même, eh bien, le ministre israélien de la Défense, Avigdor Lieberman, a répondu ce matin sur Reshet Bet parce qu'il préfère utiliser l'argent qu'il collecte des habitants pour construire des tunnels et se préparer à une nouvelle confrontation avec Israël. Donc, dixit Avigdor Lieberman. Le Israel Hayom indique ce matin que la Suisse a décidé de cesser de participer au financement des ONG qui sont impliquées dans l'incitation à la haine antisémite et raciste. Selon le Israel Hayom, c'est l'ONG israélienne de droite NGO Monitor qui a fourni au Parlement suisse des preuves stipulant que des fonds gouvernementaux suisses servaient au financement d'ONG anti-israéliennes et anti-juives. Et puis les journaux israéliens annoncent que le Premier ministre Binyamin Netanyahou participera aujourd'hui à Salonique à un sommet tripartite avec ses homologues grecs et chypriotes, et ce dans le cadre d'une alliance entre les 3 pays qui s'est concrétisée, qui s'est consolidée, on peut même dire, au cours des dernières années autour d'intérêts régionaux communs, en particulier en matière énergétique, comme le gaz qui est en quantité extrêmement important dans le sous-sol de la mer Méditerranée dans notre région. De même, Binyamin Netanyahou inaugurera au cours de cette visite de 2 jours donc à Salonique le musée de la Shoah dans cette ville. Il rencontrera la petite communauté juive de Salonique qui est le reste de la prestigieuse communauté qui vivait à Salonique avant la Shoah. Il faut rappeler qu'au début du XXe siècle, eh bien, la ville de Salonique, le port de Salonique était chômé, était fermé le Shabbat parce que la majorité des travailleurs du port étaient juifs et était donc la preuve d'une communauté particulièrement importante et particulièrement dynamique à l'époque. Donc à Salonique, une communauté qui a été décimée d'abord par un formidable incendie qui s'est produit donc dans les années 20 et puis ensuite par la Shoah dans les années 40. Le Israel Hayom publie ce matin en manchette des révélations qui, si elles sont confirmées, il faut être très prudent par rapport à ces révélations, seraient donc des révélations très stupéfiantes et même particulièrement scandaleuses. Il y a quelques mois, on s'en souvient, les protocoles des commissions d'enquête sur la disparition mystérieuse des enfants yéménites au début des années 50 avaient été mis sur Internet. L'un des journalistes du Israel Hayom les a consultés de manière systématique et il a découvert
au moins un témoignage effrayant, celui d'un médecin israélien qui aurait affirmé avoir reçu des ordres de faire des analyses de sang des enfants yéménites afin de vérifier, je le cite, s'ils avaient, je cite, du sang noir, des Noirs d'Afrique. Selon ce médecin, certains enfants auraient même reçu des traitements expérimentaux et seraient décédés des suites de ces traitements. Le Israël Hayom indique que la Knesset doit débattre ce matin de ce dossier douloureux et cite la députée Nava Koren, qui est la présidente donc de la commission de suivi de ce dossier des enfants yéménites disparus, qui exige que toute la lumière soit enfin faite sur cette douloureuse affaire. Les journaux israéliens et les médias ont couvert massivement hier la fin de la carrière juridique du vice-président de la Cour suprême, le juge Eliakim Rubinstein, un juge qui a fait l'unanimité par son intégrité et par sa droiture et a passé 13 ans à la Cour suprême. Eliakim Rubinstein est un génie de la justice, a déclaré la présidente de la Cour, Myriam Nahor, avant de prendre congé de son collègue. Mais il faut le souligner, les médias ont également couvert hier le drame du juge Georges Kara. En effet, la journée d'hier devait être pour le juge une journée de joie puisqu'il a prêté serment de nouveau juge de la Cour suprême à la présidence de l'État devant le président Reuven Rivlin. C'est une journée qui s'est transformée en une journée dramatique. Un peu après la prestation de serment, eh bien, le juge Kara a appris qu'une membre de sa famille, Henriette, avait été assassinée très sauvagement quelques heures auparavant à Ramleh. Le juge Georges Kara est un juge arabe chrétien. Il faut préciser qu'à la place d'Eliakim Rubinstein, c'est le juge arabe Salim Djoubran qui a été nommé vice-président de la Cour suprême. Et c'est une nomination à l'intention de ceux qui osent prétendre encore que l'État d'Israël est un État d'apartheid. Le Yediot Aharonot suit de près l'affaire du commandant de peloton Meni Etan, dont nous avons déjà parlé, qui avait refusé que ses soldats de la réserve militaire participent à un exercice militaire en pleine nuit parce qu'il craignait qu'à l'issue de cet exercice, eh bien, ils prennent le volant pour rentrer chez eux, épuisés et sans être en véritable état de conduire. Nous en avons parlé donc la semaine dernière. Meni Etan a été démis de ses fonctions, mais ses soldats, tous réservistes, ont protesté et ils font campagne actuellement auprès des médias contre cette décision en demandant leur mutation dans une autre unité parce qu'ils ne font plus confiance au supérieur hiérarchique de Meni Etan qu'il a limogé. Le Yediot Aharonot consacre une double page à cette affaire et souligne en première page que le commandant Meni Etan a demandé lui-même à ses soldats de ne pas se rebeller. Notre mission est plus importante que ma propre personne, a-t-il déclaré. Le site Ynet nous brosse ce matin le portrait d'un grand ami d'Israël et du peuple juif. Il a 72 ans, il s'appelle Mike Evans. Cet Américain est un chrétien évangéliste, d'origine juive, nous allons le voir, un écrivain de renom, auteur de plusieurs best-sellers, et c'est l'homme qui a créé le musée des Amis de Sion au cœur de Jérusalem pour exprimer son amour indéfectible à l'État d'Israël et au peuple juif. Le Ynet relate que durant sa jeunesse, Mike Evans a dû subir l'antisémitisme virulent de son père qui était chrétien, et ce alors que sa mère, elle, était donc juive, issue même d'une famille américaine orthodoxe. Mon grand-père était le Rav Michael Katzenelson. Il dit: ma mère n'aimait pas les chrétiens, mais pourtant elle s'est mariée avec l'un d'eux. Mon père était du sud, de conservateur aux États-Unis. Chaque vendredi soir, il battait ma mère, il l'insultait parce qu'elle était juive, et il était persuadé que je n'étais pas son fils et me battait aussi, affirme Mike Evans dans un témoignage dans le site Ynet. Et puis, un jour, alors que je pensais que mon père allait me tuer, j'ai décidé de consacrer ma vie à défendre l'État d'Israël. Effectivement, Mike Evans a tenu parole. C'est donc en tant que chrétien évangéliste qu'il est devenu cet ami du peuple juif qui rencontre chef d'État et pape, toujours dans le but de défendre l'État d'Israël. On le voit dans une photo avec l'ancien président de l'État défunt, Shimon Peres, et dans le Ynet donc de ce matin. Le Yediot Aharonot revient sur la polémique en France autour de l'annulation du documentaire d'Arte qui devait être diffusé la semaine dernière, un documentaire qui montrait des formes d'antisémitisme musulman en France. Et en fait, le Yediot Aharonot présente la polémique à partir des protestations allemandes et contre la non-diffusion de ce documentaire invalidé par la direction de Arte. Le Yediot Aharonot souligne ce matin que le magazine Causeur a publié le script intégral du documentaire contesté et l'a mise à la disposition
de ses lecteurs. On y découvre un enfant de Gaza qui affirme vouloir se faire exploser contre des cibles israéliennes ou encore un chant palestinien de libération à caractère plutôt antisémite. Et puis le journal de citer la journaliste Catherine Duperron qui a participé à la préparation en France de ce documentaire et qui déclare que ce qui dérange, eh bien, c'est la triste vérité sur l'antisémitisme en France. Et puis, si vous êtes un client assidu de la compagnie El Al, sachez que El Al a entamé son processus de renouvellement de sa flotte aérienne avec l'ultime vol aujourd'hui de son premier Boeing 747-400 qui sera remplacé par les Dreamliners, les nouveaux Boeing 787 à partir de cet été en août. C'est le site Ynet qui nous a fourni cette information ce matin. Mais ce n'est pas tout, puisque le Yediot Aharonot nous montre ce matin en première page une photo étonnante de la pilote qui conduira Binyamin Netanyahou aujourd'hui à bord d'un vol El Al en Grèce. Je vous parlais de sa visite donc du Premier ministre en Grèce. Eh bien, une pilote pas comme les autres. En effet, elle s'appelle Nechama Spiegel Novak. Elle est mère de 4 enfants et surtout, elle est charédite orthodoxe et porte la perruque. C'est la première et la seule pilote charédite en Israël et elle a un sourire radieux. C'est donc elle qui pilotera l'avion du Premier ministre de Tel Aviv à Salonique tout à l'heure. Et puis, on peut souhaiter la bienvenue pour terminer cette revue de la presse et des médias à Rod Stewart. Le rocker indétrônable est arrivé hier en Israël pour un méga concert ce soir au parc Ayerkon de Tel Aviv. Stewart est arrivé dans son jet privé. Il a dîné hier soir à la résidence de l'ambassadeur britannique en Israël et ce matin, on peut peut-être le croiser au Kotel, au mur occidental à Jérusalem. Ce n'est pas la première fois que Rod Stewart est arrivé en Israël. Sa première visite remonte à 1983. Alors qu'il était au sommet de sa carrière, il est revenu également en 2010. Voilà, c'est la fin de cette revue de la presse et des médias israéliens de ce matin, de ce mercredi matin.